Voilà, donc vous qui nous rejoignez, donc on se retrouve tout de suite avec Brigitte Faux. Salut Brigitte. Salut Jérémy. Alors, donc la dernière fois que je t'avais reçu, c'était le 29 novembre 2022, donc ça fait Mhm. presque un an, et tu faisais donc pour la première fois une présentation sur ce que tu avais compris des travaux de Béchamp, donc Antoine Béchamp, ce grand biologiste du fin 19e, début 20e. Et maintenant, donc tu reviens avec, voilà, pour le coup, quelque chose que tu as posé sur papier avec ce livre, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, qui vient de sortir, en fait, qui va sortir, je crois, version papier dans quelques jours dans les librairies. C'est ça? C'est ça, on peut le commander papier sur le site de l'éditeur, bien sûr. Ouais. Oui, oui, Ok. tout à fait. Donc, je vais d'ailleurs partager le lien. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux travaux d'Antoine Béchamp? Hmm. Alors, bon, déjà, c'est toi qui m'as poussé à faire cette synthèse. Bon, Carrément. je veux éviter de reprendre ce que j'ai déjà expliqué lors du premier Séance en conscience. Et donc, bon, c'est vrai que j'ai découvert Antoine Béchamp il y a plus de 5 ans. 6 ans maintenant, en 2017, quand André Fougerousse a fait ses lettres ouvertes. Et donc, pour moi, Rappelle, c'était un vrai changement. qui est Oui. André Fougerousse? Rappelle-nous qui est André Fougerousse. Il a été doyen de l'Université de Strasbourg, de l'Université de chimie de Strasbourg. Voilà. Il a fait la préface du livre. Oui, Voilà. absolument. Il a été ravi de faire la relecture. Il était très, très étonné de cette synthèse que j'avais réussi à faire. Voilà. Et je pense que tu es à l'initiative de tout ça, Jérémy. Je te Carrément. Ouais. remercie Bon, parce que prendre du recul sur tous ces travaux qui sont énormes, c'est quelque chose qui est énorme en fait, et je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire cette synthèse. Donc j'ai fait cette première synthèse pour ton Science en conscience. J'étais d'ailleurs très tendue parce que c'était vraiment un gros morceau et j'étais épuisée par cet effort que j'avais fourni. Et je me suis dit, ça y est, le plus gros est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire un livre parce que ça en vaut la peine, parce qu'il n'existe pas actuellement de synthèse des travaux d'Antoine Béchamp. Mhm. Et Antoine Béchamp lui-même se reprochait, il en parlait avec Hector Grasset qui avait écrit un livre sur lui sans le connaître. Du coup, en 1900, il a pris contact, Antoine Béchamp a pris contact avec lui. Et plus tard, Antoine Béchamp est mort en 1908. Mhm. Et quelque temps avant de mourir, il demandait à Hector Grasset, j'ai vraiment le tort que j'ai eu, c'est d'avoir voulu trop expliquer de choses et d'avoir trop disséminé l'important en fait. Et Ah, il disait, je regrette de ne pas avoir fait cette synthèse. Il aurait dû faire ça avec son fils, mais qui est mort trop tôt. Et donc, il demandait à Hector Grasset s'il ne pouvait pas la faire, mais Hector Grasset lui-même était déjà très, très pris par ses travaux scientifiques et il n'a pas pu le faire. Il a quand même mhm. écrit un livre, L'œuvre de Béchamp, qui apporte beaucoup d'éléments et dont je me suis servie pour mieux comprendre les choses. Ok, donc je Allez. vais essayer cette fois de présenter différemment, puisque je ne vais pas vous Ok. refaire, parce que finalement, si on veut parler du livre, le plan du livre se trouve quasiment dans cette émission Science en conscience du 29 novembre, puisque Ouais. c'est de là que je suis partie. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Donc, on va Ça- essayer de présenter les choses autrement pour peut-être essayer d'éveiller l'intérêt et la compréhension, l'importance pour les scientifiques de s'interroger vraiment et de ne pas s'arrêter à, à des blocages Mhm. qui sont malheureux, mais qui sont systématiques. Ok. Voilà. Donc, ce livre fait donc une synthèse de la théorie de Béchamp. Je vous montre un peu le livre d'Antoine Béchamp. Je l'ai ici à côté. Il fait plus de 1000 pages et sachant que cette compréhension du vivant que j'ai traduit dans une synthèse tient compte aussi de d'autres livres qu'il a écrits derrière, dans lesquels il perfectionne un peu toute cette partie de la théorie. Il apporte d'autres explications.
et l'œuvre de Béchamp de Hector Grasset. Donc tous ces documents, la bibliographie est à l'intérieur du livre, m'ont servi de base pour faire cette théorie. Voilà, donc tu es passé d'un gros pavé de 1000 pages avec un vocabulaire qui est parfois un peu compliqué ou un petit peu démodé aussi, à quelque chose donc À qui a été peine. ouais, que tu as un peu modernisé en tout cas et surtout raccourci parce que là c'est une centaine de pages sur un livre d'un format un peu plus petit en largeur et hauteur. Donc, Oui, c'est un format de poche voilà. et la Aussi volonté rapidement. était réellement de faire quelque chose de relativement court parce que il faut que les gens s'y mettent et les scientifiques en particulier. Donc je fais une démonstration. Tu vois, cette synthèse que j'avais faite lors du Science en conscience, cette fois, elle est décrite avec les expériences au fur et à mesure, enfin un minimum d'expérience pour construire la démonstration de la théorie dans le livre. Voilà. Le livre, alors ce petit dessin est très important parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il représente? Le vitellus, c'est le docteur Vincent Reliquet qui dirait, mais le vitellus, c'est la plus grosse cellule. Et le vitellus de l'autruche est la plus grosse cellule sur Terre, en fait. Et la question que je pose sur le livre, les embryologistes, c'est Antoine Béchamp qui la pose cette question en réalité. Les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Et si on regarde le vitellus, eh bien à l'intérieur, on y trouve une foule de petits nano-organismes qui, s'ils étaient extraits, sont capables de se multiplier, de fermenter. Donc on a du vivant dans le vitellus et c'est dans ce vitellus que va se construire l'embryon. Alors le vitellus, c'est le jaune d'œuf en gros. Oui, et c'est l'équivalent de l'ovocyte chez la femme. Voilà. Donc avant fécondation et ensuite le vitellus, une fois fécondé, va développer l'embryon. Et qu'est-ce qu'il y a de vivant à l'intérieur du vitellus? C'est quand même important de sortir du côté matériel, puisque la science est très matérialiste, du côté purement physico-chimique et de s'interroger de ce qui est vivant. Parce que même quand on parle de gènes, on parle de molécules. Là, on est dans quelque chose de vivant. Donc ces nano-organismes qu'a découvert Béchamp, ce sont ce qu'il a appelé les microzymas. Alors pour faire le lien entre la vision des scientifiques actuellement, donc celle qu'ils ont héritée de Pasteur et les microzymas, eh bien il suffit de faire correspondre microbes et microzymas. Que sont les microbes, que sont les microzymas? En fait, c'est la même chose. Seulement, Béchamp s'est rendu compte qu'ils avaient une autre fonction que celle de parasite qui était attribuée par Pasteur. Il voyait tous les micro-organismes comme des parasites. Et ils étaient créés par espèce, selon lui. Donc, ces microbes intervenaient de l'air dans les organismes en tant que parasites. Et c'est ce qu'on appelle la panspermie atmosphérique. Béchamp, lui, donc la panspermie atmosphérique, c'est Chamberlain en 1900 qui a défini exactement la panspermie atmosphérique et qui dit dans la théorie de M. Pasteur, les organismes microscopiques dérivent tous de parents semblables à eux, ils viennent de l'extérieur, où ils existent sous une forme qui diffère souvent de celle que nous leur connaissons. C'est-à-dire que déjà, ils ont une forme au départ qui n'est pas la même que celle qu'on en retrouve après. Mais Pasteur les supposait, parce que Pasteur, lui, les germes de ces micro-organismes, il ne les a jamais vus. Il avait des microscopes qui allaient jusqu'à 300, 350 et il n'avait jamais vu ce qui était à l'origine de ces micro-organismes. Donc il supposait une forme différente. Il les supposait exister dans l'air et
et ils intervenaient, ils se développaient en micro-organismes. Ces germes, Antoine Béchamp les a trouvés dans l'air, effectivement. Hein. Il les a analysés. C'est ces mêmes petits nano-organismes qu'il a trouvés aussi dans le vitellus. Et ce que pense Béchamp, donc là, je vous apporte tout de suite la théorie d'Antoine Béchamp, c'est que les micro-organismes retrouvés dans l'air sont des ferments, pas des parasites. C'est pour ça qu'il appelle ça microzyma, zyme étant le sens de ferment, petit ferment. Et ce sont les restes des organismes vivants, animaux et végétaux. Dans leur état de base, c'est-à-dire dans leur état de germe, dans leur état de nano-organisme. On peut les trouver également à différents stades d'évolution parce qu'ils évoluent en moisissure, en bactéries, selon le milieu. Donc, comprenez bien, cette simple petite phrase résume la théorie d'Antoine Béchamp. Ce sont les restes des organismes vivants, animaux et végétaux. C'est-à-dire que les animaux, les organismes vivants en sont constitués. C'est ce qui les rend vivants, justement. Et on les retrouve dès la base dans le vitellus. Donc, quelle est l'origine des micro-organismes? Pasteur et Béchamp étaient d'accord au début. À l'époque, au milieu, c'était dans les années 1850-1860, les chercheurs se demandaient d'où provenaient les micro-organismes. Et donc, certains pensaient qu'il y avait une génération spontanée des micro-organismes à l'intérieur de nos organismes, quand ils sont malades. Et Pasteur et Béchamp, eux, pensaient l'un et l'autre que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas être quelque chose qui se développe comme ça. Donc, ils ont fait des expériences. Alors, tous ces scientifiques, les uns pour prouver la génération spontanée, et les autres, comme Pasteur et Béchamp, pour montrer que ces micro-organismes, ces germes, venaient de germes de l'air. Et toutes les expériences ont donné des résultats identiques. Donc, ces expériences sont très importantes parce que certains scientifiques contemporains vont nous dire oui, mais à cette époque-là, on n'avait pas on ne pouvait pas obtenir on pouvait pas faire des expérimentations comme on les fait maintenant, et donc on ne peut pas se fier à ces résultats. Et pourtant, ces expériences, une fois mises en place, on ne pouvait obtenir aucun développement de micro-organismes sur les matières inertes. C'est bien que les expériences étaient efficaces. Suivant le type de matière, il va y avoir différents micro-organismes qui vont se développer. Eh bien, à l'abri des germes de l'air, ils ont vraiment cherché des méthodes extrêmes pour être sûrs d'y arriver. Et donc, ils y arrivaient, puisque en l'absence des germes de l'air, aucun micro-organisme ne se développait des matières inertes. Les expériences sont bonnes. Par contre, toutes les matières vivantes, isolées des germes de l'air de la même manière, on finissait par obtenir des micro-organismes. Et ces micro-organismes ne se développent pas en bordure. Un morceau de viande prélevé sur une viande saine qui ne contient aucun micro-organisme, a priori, il se développait dans ces conditions des bactéries au cœur de la viande, pas en son pourtour, au cœur. Et ces bactéries n'y étaient pas avant l'expérience. Des bactéries s'y développaient en quelques jours après.
Okay. Et à partir de ce moment-là, Pasteur et Béchamp ont divergé. Pasteur, il a nié les faits. Et il a confirmé la panspermie et donc l'asepsie des animaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de vivant dans les animaux pour lui. Et c'est grave. Et c'est grave, parce que la science a continué sur cette voie-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, toute matière, tout élément vivant trouvé dans les organismes a été estimé étranger pour ces organismes, puisque aucune matière vivante est a priori présente dans ces organismes. Donc, considéré comme s'y étant introduit. Béchamp, lui, eh bien, il n'a eu de cesse de comprendre comment naissaient ces bactéries au cœur de la viande. Et comme je disais, c'est au cœur de la viande. Et en fait, il a réussi à montrer qu'il n'y a ni génération spontanée, c'est-à-dire que ces bactéries n'apparaissent pas par hasard. Elles ne naissent pas comme ça d'un claquement de doigts. Et il n'y a pas de panspermie atmosphérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser la production de ces micro-organismes par les germes de l'air de manière systématique. Cependant, est-ce que ça veut dire quand même qu'il accepte que un aliment, enfin un morceau de viande ou du lait ou quoi, puisse être contaminé par l'extérieur, donc, et il y a des micro-organismes qui vont se développer par le biais de ces microzymas ou autres qui se baladent dans l'air? Absolument, absolument. Oui. Les deux parce vont ensemble. Il a compris, donc on va voir ce qu'il a retrouvé dans les organismes vivants, mais il ne nie pas qu'il peut y avoir une contamination par l'air. Et là, on parle vraiment de contamination. Ok. C'est effectivement le cas, c'est-à-dire que là, on parle des expériences à l'abri des germes de l'air. Mais ces germes existent bel et bien dans l'air, et pour le coup, Pasteur les supposait, puisqu'il n'avait pas réussi à les voir, Béchamp les a trouvés dans l'air. Mais il ne les a pas trouvés dans l'air seulement, il les a trouvés partout. Il les a trouvés partout, dans tous les organismes vivants, animaux, végétaux. Ces petits germes, ce sont des petits nano-organismes. Ce sont probablement les exosomes qu'on trouve maintenant. C'est pour ça que les scientifiques doivent se poser des questions. Parce que, donc, ce qui est important, ce qu'a compris Béchamp, là, c'est que ce qu'il a découvert à l'intérieur de tous les organismes vivants, c'est quelque chose de vivant au-delà de la cellule. Et il s'est rendu compte que c'était l'élément vital permanent, sans lequel il n'y aurait aucune matière vivante. C'est-à-dire que sans cet élément, nous ne pourrions pas vivre. Il n'y aurait pas de végétaux, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas d'êtres humains. Ce sont ces petits éléments qui sont la base de toute matière vivante. L'élément vital n'est pas la cellule, mais quelque chose de plus petit. La cellule n'est qu'un élément provisoire. Contrairement, mais tu vas le dire après, je pense à ce que tu veux dire là, au microzyma qui va former des cellules qui, quand elles meurent, vont se redécomposer en microzyma, qui vont repartir ailleurs et recommencer un nouveau cycle. C'est ça? Mais oui, tu recevais la semaine dernière Stefano Scoglio. Oui. Et que disait Stefano Scoglio? Quand une cellule meurt, les exosomes prolifèrent de 500%. Et les exosomes, pour Stefano, qui est un microbiologiste, sont les microzymas de Béchamp. Et Béchamp, lui, sait que au moment de la putréfaction, la première chose à disparaître, ce sont les cellules qui libèrent les microzymas, donc ces granulations. Sans doute, on pourrait reproduire les mêmes expériences avec les exosomes. Donc, qui libèrent ces microzymas qui ensuite se développent pour effectuer la putréfaction. On va vite, du coup, avec tes questions, on avance encore plus vite. Donc, ce sont les microzymas. Ces microzymas, ils étaient connus des scientifiques, mais comme des granulations amorphes.
et qui n'ont jamais été étudiés d'un point de vue fonctionnel pendant très longtemps. Et même maintenant, je pense que beaucoup les considèrent comme des granulations amorphes et d'autres se rendent compte que ce sont des exosomes, des particules. Alors, c'est pas compliqué. Allez rechercher sur PubMed. Vous allez voir, rechercher exosomes. Vous avez près de 30 000 publications sur les exosomes. Et peut-on faire le lien? Oui, assurément. Donc, le problème, les scientifiques actuellement se disent l'élément vital, c'est la cellule. Pour eux, il n'y a pas d'élément vivant au-delà de la cellule. Donc, ils analysent les exosomes qui en sont même à transporter. Alors, on a appelé, alors je crois, comment on dit, vésicule, ouais, mitovésicule. Mitovésicule, ils arrivent même à transporter pour eux la mitochondrie. Mais en réalité, ils réalisent le métabolisme. Ils régénèrent les cartilages, quand ils prennent des exosomes de cellules souches, ils régénèrent des cartilages, ils régénèrent les os. Ils leur trouvent des fonctions des cellules dont ils proviennent, ces exosomes. Donc les exosomes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des particules qui sont issues des cellules. Donc qui se forment, il y a des endosomes dans la cellule, et quand elles sortent de la cellule, on retrouve des exosomes, et qui semblent avoir plein de fonctions diverses, hein, qui transportent plein de choses, des enzymes, des gènes ARN, de l'ADN, en fait, et franchement, on retrouve les microzymas de Béchamp. Mais les scientifiques actuellement pensent que les exosomes sont de simples particules. Ils ne vont pas chercher à savoir s'ils sont vivants ou pas, parce que dans leur pensée, il n'y a pas d'élément vivant au-delà de la cellule. Mais ce qui est intéressant, c'est que les exosomes sont bien des éléments qui nous sont propres. Et si des chercheurs se décidaient à se poser cette question, est-ce que les exosomes sont vivants? Il est probable que ce sont les granulations de Béchamp, que ce sont les microzymas de Béchamp, et que s'ils les mettent sur différentes substances, ils vont pouvoir se multiplier et fermenter. Si on s'en tient à la théorie d'Antoine Béchamp, le seul fait de produire des enzymes, ce sont des particules vivantes. Ok. Parce que donc, Antoine Béchamp a découvert les enzymes, justement, à partir de ces petits ferments, et il s'est rendu compte que tout ferment produisait des enzymes, que tout ferment est un organisme vivant, et qu'il est capable, et que toutes les réactions qu'on a dans nos organismes vivants, les réactions chimiques profondes, sont des fermentations, et nécessitent des ferments pour être réalisées. Tu disais qu'il y avait 30 000, quelque chose comme ça, publications sur les exosomes aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un sujet de recherche contemporain. Oui, mais oui, tout à fait. Et c'est une nouvelle tendance ou c'est quelque chose qui, depuis longtemps, est étudié, alors même si c'est, selon toi, pas suffisamment, ou en tout cas qu'on ne va pas chercher à savoir si c'est vivant ou ce que ça fait réellement. Mais c'est quoi les sujets de recherche autour des exosomes et est-ce que c'est une nouvelle tendance, cette recherche? C'est-à-dire que ces exosomes, ils ont été découverts il y a quelques années. Et là, ça prend une telle ampleur que comment peut-être éviter de comprendre qu'ils sont vivants, c'est d'aller chercher des projets thérapeutiques. La science est systématiquement entraînée vers des voies de manière à… Mais on n'est pas dans la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé ces exosomes, on aurait dû se poser plein de questions. On découvre plein de choses, mais tout ce qu'on recherche, c'est l'utilisation thérapeutique. On n'est pas dans la tentative de compréhension.
Et c'est sûr que, connaissant les travaux de Béchamp, ça changerait complètement la vision des choses. Donc, formidable. C'est vrai que quand on prend des exosomes de cellules souches et qu'on arrive à régénérer des os, du cartilage, c'est formidable. Donc, tant mieux. Mais il est temps de se poser la question, sont-ils vivants? Ils sont vivants. Ils sont vivants parce que pour moi, c'est les microzymas. Okay. Voilà. Est-ce que je me trompe? Qui sait? Oui. En tout cas, Stefano Scoglio, en tout cas, va dans la même direction. Hein. C'est ce qu'il disait déjà. Stefano Scoglio, qui est microbiologiste, lui, il fait carrément l'amalgame. C'est-à-dire, quand il en parle, on ne sait plus s'il parle de microzymas ou d'exosomes, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. Donc, revenons aux travaux de Béchamp. Béchamp les a quand même vraiment analysés pendant 30 années, et pas tout seul, avec une équipe, avec Alfred Estor, avec son fils qu'il a formé plus tard, avec qui il a travaillé. Donc, il les a extraits, observés surtout, observés avec un microscope qui était suffisamment puissant, et puis avec une cellule à immersion, un microscope 2x700, donc il arrivait quand même à les voir. Et donc, il les a extraits, analysés chimiquement, fonctionnellement, en termes de fermentation. La fermentation, c'est un métabolisme, en fait. Parce que le ferment se nourrit. Et donc, notre propre métabolisme aussi est une fermentation. Les ferments sont des petits organismes vivants. Et les microzymas sont les plus petits ferments. Pourquoi ils s'appellent microzymas? Et ils portent bien mieux leur nom ainsi que exosomes ou d'autres noms. Quand on a compris qu'ils sont capables, on verra, ils produisent les enzymes, ils sont capables de réaliser des fonctions propres au centre vital dont ils sont extraits. Et ça, c'est encore un argument pour les scientifiques qui se disent oui, les expériences ne sont pas conformes, on ne peut pas se fier. On a quand même un argument évident, c'est que les microzymas qu'on extrait du foie, ils ne réalisent pas les mêmes fermentations que les microzymas, ou pas de la même manière que les microzymas qu'on extrait du pancréas. Pas la même chose non plus que les microzymas de la salive, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on reproduit, et ça c'est encore plus intéressant, c'est que Béchamp, il avait étudié sous forme de fermentation le métabolisme des cellules, c'est-à-dire qu'il avait constaté les fonctions propres à chaque cellule, et il reproduisait avec les microzymas extraits de ces différents centres vitaux les mêmes types de fermentation ou les mêmes résultats de fermentation qu'avec les cellules, et sont bien spécifiques de ces centres vitaux. Et mieux encore, il réalise les fonctions de ces centres vitaux. Donc ça veut dire aussi qu'il est possible. Pardon, il y a l'écho. Alors, pardon, je coupe ton micro pour pas qu'il y ait d'écho. Ça veut dire donc que c'est possible d'isoler, d'extraire ou de séparer d'une certaine manière les microzymas de leur milieu et des cellules avec lesquelles ils sont liés habituellement? C'est Complètement. D'accord. Complètement. Et c'est pour ça Antoine Béchamp était un excellent chimiste. Excellent chimiste. Et de toute façon, les microzymas sont, on dit qu'il y en a qui disent qu'ils sont quasiment immortels. Non, c'est pas vrai. Ils peuvent être usés, mais ils sont très très résistants. Donc on peut leur faire subir des extractions chimiques extrêmes. Et donc, sauf à vouloir les casser pour analyser leur composition, on peut, quand il les a extraits du pancréas, par exemple, il les a retrouvés dans le pancréas dans une gaine de graisse. Et donc, il a utilisé des différentes choses pour arriver à les extraire. Et il a retrouvé ensuite ces microzymas. Ils sont insolubles parce que c'est une matière organisée, c'est un organisme vivant. J'ai regardé dans les publications sur les exosomes, justement dans les publications 2023, on affine de plus en plus les extractions d'exosomes.
Mais du coup, on doit chercher à affiner cette extraction en fonction du type d'exosome. C'est encore plus précis. Ok. Alors, c'est vrai qu'on va trouver autant d'exosomes qu'on a de milieux cellulaires, et peut-être même encore plus, parce que peut-être qu'à l'intérieur d'un même milieu cellulaire, on va avoir différentes fonctions pour des microzymas ou pour des exosomes. Antoine Béchamp a montré que au niveau de l'embryon, ils étaient identiques et que petit à petit, ils développaient leurs différentes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils acquéraient ces différentes fonctionnalités au fil du développement de l'embryon et au fur et à mesure du développement des centres vitaux. Donc, il s'est rendu compte aussi que les microzymas pouvaient construire des cellules. Et on disait tout à l'heure que ces microzymas, lors des expériences de la génération spontanée, étaient à l'origine, en fait, des micro-organismes qui se développaient. Et on s'aperçoit qu'en fonction du milieu, soit le milieu est favorable à la construction de cellules, sinon elles peuvent évoluer en bactéries. Et ça, il a fait des expériences sur la mer de vinaigre pour montrer qu'à partir des granulations de la mer de vinaigre, de figure 1 à 4, par exemple, il obtient donc tous ces petits amas de grains, ce sont des microzymas de la mer de vinaigre, et que dans un milieu favorable aux bactéries, donc sans doute un milieu réduit, des bactéries se développent. Donc ici, on suit le développement entre toutes ces figures et on obtient petit à petit des bactéries très très grandes. Ça doit correspondre à chaque fois, chaque type de bactérie doit correspondre à une étape du milieu. Parce que le milieu se transforme sans arrêt. Les ferments, les bactéries, les microzymas, assimilent, désassimilent, et donc éliminent des déchets, le milieu se transforme, et au fur et à mesure que le milieu se transforme, il va être de plus en plus favorable aux bactéries. C'est pour ça que les bactéries grossissent de plus en plus et grandissent jusqu'à la taille, ce qu'il appelle de l'Eptotrix. Et s'il met ces mêmes microzymas dans un milieu favorable, eh bien, il va non pas obtenir des bactéries, mais des cellules. Ok. Alors, on te demande dans le chat quel est le grossissement des figures que tu viens de montrer. On a d'ailleurs ces images, page 49 de ton livre, il me semble. C'est quoi le grossissement? C'est peut-être indiqué dessus, je me souviens plus. Ah, 650. Ouais, c'est 650. C'est ça. Très bien, c'est marqué là. Ouais. Voilà. Par contre, pour observer les microzymas du sang, parce qu'il y en a vraiment partout, les microzymas du sang, ils sont très ténus, très très petits, et pour arriver à les voir, il était obligé d'aller au maximum du grossissement, donc à x700 en ce qui le concerne, et il était obligé d'utiliser en plus une cellule à immersion qui augmentait l'observation. D'accord. Donc, il faut savoir que d'autres chercheurs ont obtenu ces transformations. Donc, Jules Tissot, qui lui a montré qu'il était capable de transformer des bactéries en moisissure en transformant le milieu, et que le mécanisme inverse était possible. En revenant au premier milieu, il pouvait obtenir des bactéries à nouveau à partir des moisissures qu'il avait obtenues. Le problème, c'est que les scientifiques, s'ils voient apparaître des moisissures sur une culture, ils pensent que c'est une contamination. Qui d'autre? Il y avait Gaston Essens, qui a étudié dans le sang. Il y a eu Günther Anderle, qui a montré tout un tas d'étapes de développement des microzymas dans l'état sain et des microzymas et d'autres développements dans l'état malade, en fait. Et sans doute d'autres chercheurs. Hein. Moi, j'ai regardé surtout cela. Donc cet élément qui est la base de toute matière vivante est à l'origine de tous les organismes vivants. Enfin, ils descendent des parents. Hein.
ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est-à-dire que les granulations qu'on retrouve dans le vitellus sont des granulations qui proviennent de la mère, et les granulations du père par le biais de la fécondation vont venir se mélanger aux granulations de la mère. Et je parle dans le livre d'une publication de 2012, je crois, de chercheurs qui devaient connaître les travaux d'Antoine Béchamp, qui ont essayé de voir comment apparaissait l'ADN au début de la formation de l'embryon, puisque l'ADN du nouvel individu est différent de celui de ses parents. Eh bien, il s'est rendu compte, la publication montre que ce sont les granulations qui font l'auto-assemblage de l'ADN dans le vitellus, donc les microzymas. C'est ce qui est vivant dans le vitellus qui va tout construire dans l'organisme. On constate que toutes les cellules ne procèdent pas d'une autre cellule, particulièrement les gamètes, les cellules embryonnaires, donc les premières cellules du nouvel individu, qui sont formées par les microzymas. En fait, on constate qu'elles sont formées par des granulations. Donc, ce petit élément vital, vivant, sans lequel aucune matière ne serait vivante, est propre à l'organisme. Il est au début et il est en fin de tout organisme. C'est-à-dire que à la mort d'un organisme, il y a une putréfaction. Cette putréfaction, si on se met à l'abri des germes de l'air, est réalisée par les microzymas de l'organisme. Ils sont libérés, j'expliquais tout à l'heure, les cellules sont les premières à disparaître. Elles libèrent leurs microzymas qui redeviennent des ferments autonomes et qui putréfient, c'est-à-dire qui ramènent la matière organique à l'état minéral, en passant par des étapes de bactéries diverses, qui, à la fin, redeviennent toutes microzymas, et à la fin, il ne reste plus que la poussière, et il ne reste plus que les microzymas. Mais cette poussière est vivante. Si on la met dans un milieu favorable, elle va fermenter. Elle va se multiplier. J'expliquais par exemple, puisque Pasteur disait que la putréfaction de l'intestin, c'est faux. Les médecins légistes le savent. Le sang dans les vaisseaux, la rate, l'estomac, le foie et même parfois le poumon et le cœur se putréfient avant l'intestin lui-même. Autant dans le cas de mort par maladie que par submersion. Ok. Donc ça veut dire aussi que on ne devrait pas interpréter comme une contamination venant du microbiote intestinal qui viendrait se répandre partout au moment de la mort, les putréfactions qu'on va observer dans des organes à distance du tube digestif. Non, parce que dans l'intestin est maintenu grâce à la bile. C'est-à-dire qu'il est loin d'être le premier à se dissoudre, disons, à se putréfier. Okay. Et en bref, tout organisme vivant est réductible au microzyma. J'ai mis l'expérience du petit chat. Cette expérience, elle est typique. Il a enfermé un petit chat nouveau-né, petit, dans du carbonate de chaux chimiquement pur.
Précipité, créosoté, ça veut dire que normalement, il est dans les conditions à l'abri de l'air. Et ça, je le démontre dans le livre. Il a reproduit exactement avec la créosote les expériences de la génération spontanée. Et donc, il est dans les conditions. De toute façon, il met ça dans du carbonate de chaux chimiquement pur, le tout placé dans un bocal de verre à l'abri des poussières et où, cependant, l'aération pouvait se faire. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. Les couches supérieures de carbonate de chaux sont intactes. Mais où se trouvait le cadavre? Les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils, avait disparu. Le carbonate de chaux examiné au microscope avait l'apparence de la craie, sauf les petits cristaux d'aragonite qui s'y voient habituellement. Les microzymas s'y reconnaissaient aisément à leur forme, leur aspect brillant. C'était une sorte de craie artificielle. Parce que dans la craie, effectivement, on retrouve des restes des organismes vivants. Ainsi, de tout l'organisme, il ne restait comme témoin que la présence des microzymas. De même que les microzymas géologiques des terrains sédimentaires ne sont que les restes des organismes enfouis en eux. C'est en découvrant les microzymas dans le calcaire que Antoine Béchamp leur a donné ce nom à ces petits corps qu'il découvrait. Et il a réussi à extraire ces microzymas, à trouver les moyens de les faire se multiplier sans qu'ils évoluent. Simplement se multiplier. C'est pour ça qu'il dit que c'est une sorte de craie artificielle et que pour lui, les microzymas qu'on retrouve dans la craie sont les restes des organismes vivants d'une autre époque. Comme les germes de l'air sont les restes des organismes vivants de notre époque. Et quand on dit vivants, c'est animaux et végétaux. Et donc, le mouvement circulaire de la matière, nos microzymas sont hérités de nos parents. Ils travaillent ensemble à nous construire, à nous organiser. La vie est liée à l'organisation. C'est très important, cette notion d'organisation. À la mort d'un organisme, les microzymas nous putréfient avec une aide extérieure qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'effectivement, cette aide extérieure peut intervenir. Il y a des germes dans l'air et ils sont même très, très puissants, les germes de l'air. Et dès qu'ils trouvent une substance pour se nourrir, ce sont des petits ferments. Dès qu'ils trouvent une substance pour se nourrir, ils vont intervenir. Ce que l'on retrouve dans l'air sont les restes des organismes vivants, animaux, végétaux. Ce sont des ferments, ce ne sont pas des parasites. Ce sont les restes des organismes vivants. Ils contribuent au mouvement circulaire de la matière en putréfiant les matières organiques inutiles et en les ramenant à leur état minéral dans nos organismes et dans l'environnement. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie, dit Antoine Béchamp. Et la santé dans tout ça, la santé, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre qui peut être provoqué par une intoxication, par une influence, par un stress, par plein de choses. Mais on n'a jamais cherché ces causes-là. On ne les cherche pas. On accuse systématiquement un micro-organisme qui se développe dans nos organismes, mais qui n'est là qu'en réaction. Les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause, mais ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade, dit le professeur André Fougeros. Voilà. Et c'est ça. Là, du coup, c'est une notion vraiment fondamentale. C'est de penser les micro-organismes qu'on peut observer dans le cas de maladies dites bactériennes, par exemple, donc d'infections bactériennes, sont la conséquence plutôt que la cause de la maladie. Et elles sont là, et c'est ce que disait Stéphano la semaine dernière, c'est qu'elles ont un rôle de nettoyage, de détoxification, disons, pour un retour à l'homéostasie, et ce n'est pas la cause de la maladie, dans la plupart des cas. Peut-être que dans certains cas, c'est peut-être des bactéries, j'imagine peut-être une blessure, où là, il pourrait y avoir des bactéries qui viennent de l'extérieur et donc qui rentrent. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça, même pas.
Eh bien, ce que j'en pense, c'est que Antoine Béchamp, il a regardé tout ça, hein. Pour lui, les micro-organismes qui ne pénètrent pas dans nos organismes, et même sur une blessure, ceux-là ne vont pas se développer dans l'organisme parce qu'ils ne sont pas chez eux. Mhm. C'est comme une greffe. On essaie de greffer un organe externe à quelqu'un, l'organisme ne va pas l'accepter. C'est pareil pour les micro-organismes. Sauf ces traitements. Pourquoi les injections? On a tant besoin d'adjuvants dans les injections. Si on ne met pas d'adjuvant, il n'y a pas de réaction. Non seulement ils ne vont pas se développer, mais ils vont être facilement éliminés par l'organisme. Alors, je pense, cela dit, au procédé, la variolisation, où on grattait les pus et les vésicules, et après on grattait le bras pour faire une réaction, il se passait des choses. Alors, peut-être qu'on mettait des produits chimiques avec, hein, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Je ne veux pas te dire. Je te donne le point de vue d'Antoine Béchamp, qui ne nie pas qu'il peut y avoir de contagion. Il le dit lui-même, qu'il pourrait, pourquoi pas. Il ne nie pas ça. Il dit que les microzymas morbides dans l'air pourraient peut-être, mais pour lui, ah oui. microzymas morbides dans l'air, mais il dit ils perdent très vite leur morbidité. D'accord. Et que ces microzymas morbides ne font pas leur chemin dans les autres organismes, d'après les expériences qu'il a faites. D'accord. Il n'a pas l'assurance qu'il n'y a pas des cas de contagion. Pour lui, les micro-organismes ne sont pas des parasites. D'accord. Mais ça fait pour ça, ces expériences, tu sais, c'est un traitement même dans certaines blessures ou de chair qui pourrissent. On peut mettre des asticots et ils vont manger que la chair qui est déjà morte, en fait. Ils ne s'attaquent pas à la chair vivante. Et c'est comme ça qu'on peut faire des nettoyages de plaies très graves. Des chirurgiens peuvent proposer ce type de traitement. Je ne sais plus si on appelle ça asticothérapie ou un truc de ce genre. Et ça va nettoyer la plaie en mangeant que les morceaux qui sont morts. Le reste, il n'y touche pas. Ouais. Mais ça, c'est à approfondir, hein. Moi, je donne le point de vue. C'est un point de vue. Le fait que le fait que les micro-organismes ne se développent pas à l'intérieur des organismes vivants, c'est un point de vue qu'il a. C'est pas quelque chose qu'il a démontré. D'accord. Ok. Le reste est démontré, tout ce que je viens d'expliquer. Les microzymas exécutent leur fonction vitale dans chaque centre vital grâce au maintien du milieu propre à la fonction dans les cellules dédiées. Entretenir sa santé, c'est maintenir ces milieux sains. Le terrain. Entretenir le terrain, ensemble de tous ces milieux qui sont tous différents. L'intérêt de la science, l'intérêt des scientifiques, c'est au moins de s'interroger, de ne pas se bloquer tout de suite en disant « mais non, c'est pas possible ». S'interroger et essayer de refaire les expériences. Il y a quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que la science contemporaine, en suivant la voie Pasteur, elle nie le vivant en nous. Bon, on sait qu'il y a plein de vivants en nous, maintenant on le découvre. Mais on prétend que ce vivant s'est introduit à un moment donné. On prétend que ce vivant est étranger ou qu'il est en symbiose. Et c'est grave, parce que, je ne sais pas si vous réalisez, mais nos cellules ne seraient même pas capables de réaliser elles-mêmes leur métabolisme. Je disais que les réactions chimiques profondes ne peuvent être réalisées que par des petits organismes vivants, par des ferments. Alors, on est allé chercher l'histoire d'une archéobactérie qui se serait introduite dans nos organismes et vivrait en symbiose dans nos cellules, parce que nos cellules toutes seules ne seraient pas capables de réaliser notre métabolisme. Et là, je crois que c'est quelque chose de flagrant, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires et d'interpréter sur des bases qui sont fausses. On nie le vivant en nous. Et ce vivant nous est propre. Et tant que les scientifiques n'auront pas compris ça, on n'avancera pas. Là, tu parlais en particulier de la théorie comme quoi les mitochondries seraient des résidus de virus ou d'archéobactéries, justement, qui se seraient intégrés au génome humain et aux cellules, c'est ça? Oui, il faut bien interpréter. On a besoin de quelque chose de vivant pour exécuter notre métabolisme.
nos cellules n'en seraient pas capables. On ne serait pas vivant en fait. On a besoin de quelque chose d'externe. C'est là que ça devrait faire réfléchir les scientifiques. Et on ne peut pas toujours chercher des interprétations. Il faut à un moment donné se poser des questions sur les fondements de la science. On est parti sur une voie fausse. Toutes les expériences de génération spontanée, et quoi qu'en disent les scientifiques, ces expériences sont fiables. Quand des bactéries naissent de matière vivante à l'abri des germes de l'air, c'est parce que le vivant est présent en nous et qu'il nous est propre. Et si on ne change pas, si on ne comprend pas ça, on n'avancera pas. Et alors, je ne sais plus si tu en parles comme ça dans ton livre, mais il me semble que tel que c'est expliqué par la biologie, quand on voit des bactéries apparaître dans le corps de manière entre guillemets spontanée, on va dire ah c'est parce qu'il y avait des spores de bactéries qui étaient là. Et toi, ta façon de voir les choses, ce serait plutôt il y a des microzymas qui étaient présents, qui se sont développés d'une certaine manière parce que le milieu les informait en gros de se transformer et de former ensemble après des bactéries, mais qui sont issues du soi à partir de ces microzymas qui étaient déjà là. Tout à fait, et ce sont sans doute les exosomes. Je suis sûre que si on étudie les exosomes dans ce sens, on va prouver la théorie de Béchamp. Ouais. Non, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. C'est très difficile pour les scientifiques parce qu'ils sont partis du. Alors, en plus, il ne faut pas que les scientifiques fassent des complexes et s'imaginent que on sous-estime leur travail. Je dis que les scientifiques font un travail phénoménal. Ils font des choses, mais par contre, ils sont tous spécialisés. Ils connaissent tout en détail dans ce qu'ils font, mais ce qu'ils analysent, c'est de la matière inerte. Et ils vont interpréter toujours sur ces mêmes dogmes, sur ce même mode de pensée. Donc voilà, je suis sûre que si les exosomes, on devrait pouvoir, il suffirait de refaire ces expériences. C'est ça qu'André Fougerous réclamait quand je me suis décidée à lire le livre. Il faut faire refaire ces expériences et il faut aller par là. Donc moi, quand j'interviens, on me dit mais attends, toi, tu fais de la recherche? Non, je fais pas de recherche. J'aurais pu en faire effectivement, mais j'ai fait des études de biologie, de biochimie. J'ai vu un petit peu qu'il y avait des choses, c'était pas si évident à voir. C'est-à-dire qu'on interprète beaucoup de choses quand même, hein. Mais donc, qu'est-ce qui est interprété? Qu'est-ce qui est bien interprété? Qu'est-ce qui est mal interprété? Il y a beaucoup de questions à se poser. Mais tous les constats qui sont faits, et on parlait de la mitochondrie, tout le métabolisme, énormément de choses sont montrées, mais qu'il faut interpréter ces choses sous un nouvel angle. Et avant qu'on voit les vidéos, on avait regardé l'expérience du Petia, avant qu'on voit les vidéos, je voulais soulever un point important aussi, c'est qu'on parlait des exosomes, mais il y a un élément important, c'est que actuellement, les virologues, quand ils voient une particule, ils vont voir un virus. Les chercheurs qui travaillent sur les exosomes, ils vont y voir un exosome. On ne sait pas faire la différence entre un virus et un exosome. L'exosome, c'est quelque chose qui nous est propre. Voilà, on va regarder ces petites vidéos. Cette conclusion, entre guillemets, là, elle est quand même vachement intéressante parce que si on n'est pas capable de séparer un virus qui est considéré comme du non-soi et un exosome qui est considéré comme du soi, ça pose beaucoup de questions quand même. Bon. Exactement. Voilà. En fait, ils ont mis une enzyme de phage qui transforme le milieu et qui fait exploser les bactéries. Et ce qu'on voit, ce qui reste, c'est sans doute ce qu'on appelle des spores de bactéries. Les spores des bactéries, c'est considéré comme l'état dormant de la bactérie.
et c'est capable de produire des enzymes à un métabolisme réduit. Et c'est sans doute les microzymas à l'origine des bactéries. Et que si on plaçait ces mêmes bactéries, donc si je suis les travaux de Jules Tissot, si on plaçait ces mêmes bactéries dans un milieu oxydé, acide oxydé, peut-être un milieu d'antibiotiques, on finira peut-être par avoir des moisissures. Ok. Ah ben voilà, là ça marche. Ok. Donc là, tu dis, elles explosent. Ah oui, paf, pop, pop. Ok. Et en fait, c'est quoi la bactérie? C'est juste un développement de microzymas. C'est un développement des microzymas dans un certain milieu. C'est pas pour rien que les scientifiques, s'ils veulent faire une culture, ils suivent une véritable recette de cuisine pour leur culture. Parce qu'ils obtiennent une certaine bactérie avec un milieu précis. Il y a un milieu précis pour chaque type de bactérie. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le monomorphisme, c'est-à-dire il y a plein d'espèces, mais en réalité, ben non, c'est sans doute tout est changeant en permanence. Très bien. Et je disais que les technologies qui sont utilisées, même les analyses phylogéniques, les critères qui sont rentrés sont analysés sur les critères d'espèces. Et que les gènes qui sont analysés sont prélevés sur des individus différents. Qu'est-ce que ça donnerait si on observait ça sur un même individu? On aurait peut-être effectivement un arbre phylogénique qui apparaîtrait, qui mettrait en évidence les microzymas et les différentes étapes de bactéries et même de cellules. Carrément, ouais. Alors là, du coup, je partage une autre vidéo qu'on avait déjà partagée l'autre fois et j'aimerais que tu nous redonnes ton interprétation de ce qu'on voit. C'est une vidéo qui est faite donc là sur une cellule vivante, ça qui est très intéressant. C'est la technologie développée par Nanolive, cette entreprise qui est basée en Suisse. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Alors, au milieu, tu as le noyau, tu montres le noyau, voilà, avec l'ADN à l'intérieur. Alors, il est dit que toutes les fibres qu'on voit sont des fibres de stress. Mais je sais pas, peut-être, je dis, moi, c'est peut-être un début de mésenchyme. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas ce que c'est que ces fibres. Ce qui est intéressant de voir, c'est la vie à l'intérieur de la cellule. Donc, toutes ces petites granulations, quelles sont celles qui sont les microzymas? C'est difficile de savoir. Donc, on en voit qui se déforment complètement. On en voit d'autres qui… faut savoir que lorsque Antoine Béchamp suit le développement des bactéries, les microzymas passent par plein d'étapes. Et les microzymas, suivant la fonction qu'ils vont réaliser, ils vont aussi passer par des petites étapes dans l'état sain. Donc, il doit y avoir différentes tailles. Il faut approfondir toutes ces choses-là. Donc, en tout cas, on voit la vie dans la cellule. On ne peut pas dire que toutes ces petites granulations, c'est quelque chose d'amorphe. Je ne sais pas comment interpréterait quelqu'un qui travaille sur les exosomes. D'accord. Les granulations, c'est quoi? C'est ces trucs gris clair là qu'on voit, les petites boules là, les Tout ça, c'est des granulations. Que ce soit les brillantes, ou les autres, ce sont des granulations. Ah, les brillantes aussi. Oui, lesquelles sont les microzymas, je ne sais pas. Pour le seul moyen de savoir, c'est de les extraire, et de les faire fermenter. Mais de mon point de vue et d'après des choses que j'ai pu voir, on les voit dans ces différentes étapes. Donc, il y a peut-être effectivement des granulations lipidiques dans tout ça, mais il se peut que les brillantes et les autres qui sont un peu plus sombres, ce soient différentes étapes du microzyma à l'état sain. C'est difficile de savoir, je peux pas deviner. Vous voyez cette petite lumière qui s'allume en haut à gauche? Là, ça là. Ouais, alors ça c'est un ami qui est chercheur et qui travaille sur la lumière, justement, sur la biologie de la lumière. Et il me disait, c'est étonnant. Et il est allé interroger Nanolive pour demander qu'est-ce que c'est que cette lumière qui apparaissait. Et Nanolive a assuré que ça venait pas des appareils. Donc, ça pourrait être une lumière interne. Donc, c'est pas anodin, c'est des choses. Il y a tellement de choses à observer quand on regarde bien. C'est intéressant. Ouais, très, très intéressant.
Ok. Est-ce qu'on partage une autre chose encore, une autre vidéo peut-être? Si tu veux. Alors, on Alors, reviendra à parler à nouveau des mitochondries du coup. Alors en fait, ce qu'on verra, c'est un noyau avec un réseau, une espèce de réseau en mouvement, en permanente reconstruction. Donc il faut faire très attention avec les technologies, c'est on fait beaucoup confiance aux technologies, mais en fait il faut quand même avoir conscience que l'échantillon est toujours agressé. Et Jules Tissot, lui, avait découvert que en réalité, la fixation tuait un réseau qu'il appelait bactérien. Pour lui, c'était un réseau vivant. Ça correspond tout à fait à ce que disait Béchamp, le fait que le vivant à l'intérieur de la cellule. Et il s'était rendu compte que la fixation et ce qu'on observait, les mitochondries en particulier, ne sont que des artefacts, des restes de la fixation en microscopie électronique. carrément. C'est-à-dire que la mitochondrie, ça n'existerait pas en fait. Ce qui existe, c'est les microsina, c'est à des étapes différentes. Donc là, on voit ce réseau, si tu le remets en mouvement, on voit vraiment le mouvement, on voit vraiment la vie de la cellule. Et ce réseau est en permanente reconstruction et on voit plein de granulations aussi là-dedans. Il faut que les chercheurs se posent des questions. Et là, on a la confirmation de ce que disait Jules Tissot, c'est ce réseau bactérien qui est là. Alors, je disais par contre, tout le travail qui a été fait sur les mitochondries, même si on prend ça pour une archéobactérie ou ce qu'on veut, quelque chose qui vit en symbiose, c'est probablement donc en fait du soi qui réalise notre métabolisme, ce qui serait beaucoup plus logique. Ça devrait interpeller les scientifiques, ça. Présenter. Arrêtez l'écran. Mais là, on a tout vu. Ah non, oui, une dernière, ouais. Les mitochondries qui se baladent. Ouais. Oui, là, c'est pareil, c'est pour ça. Suivant les publications, on voit plein de choses différentes. Et c'est pour ça, quand j'ai découvert dans les publications sur les exosomes, les mitovésicule, ce seraient des mitochondries qui se baladeraient, des vésicules, donc des exosomes, qui transporteraient des mitochondries. Mais est-ce que c'est pas la preuve que les exosomes réalisent un métabolisme, tout simplement? Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On continue à toujours interpréter sur les mêmes bases. Voilà. Ok, donc là, les exosomes, ce seraient ces particules rouges qui se promènent un peu, c'est ça? Oui. Ok. Avec c'est ce qu'on appellerait des mitoparticules, vésicules extracellulaires, des mitovésicules, c'est-à-dire qu'elles transporteraient la fonction de la mitochondrie en fait. Parce qu'on ne veut pas admettre qu'elle pourrait avoir elle-même cette fonction-là, puisqu'on ne veut pas de vivant plus petit que la cellule. D'accord. Ok. Donc oui, donc ça serait des contorsions pour pas avoir à parler du vivant à une échelle inférieure à celle de la cellule. Mais je pense que les scientifiques n'y pensent même pas du coup. Ils continuent toujours à raisonner sur cette même manière de penser, toujours. Ils ont un mode de pensée et c'est très difficile. Je me mets à leur place, hein, parce que quand je vois la difficulté de leur travail en plus, des fois c'est presque trop. C'est-à-dire pour pouvoir prendre le recul, il faut pouvoir faire pause. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils s'arrêtent carrément de travailler et qui lisent Béchamp déjà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite synthèse pour leur permettre au moins, et je dis c'est progressif, j'apporte les éléments pour qui mènent à la théorie. Ok. Et tu sens qu'il commence à y avoir un intérêt de certains scientifiques pour ce que tu proposes et cette synthèse que tu as faite de Béchamp? Je vois que les gens qui s'y intéressent sont ostracisés tout de suite. Ah oui. Voilà, on voit Stefano Scoglio, on voit bien qu'ils sont tout de suite mis à part, les chercheurs qui commencent à s'interroger. Et alors, ceux qui ont compris, parmi ceux qui ont compris que ça clochait, il y en a plein qui ne connaissent pas Béchamp pour autant. Et ça leur faciliterait. Ils ont compris que ça clochait, mais ils n'ont pas les informations de Béchamp qui leur permettraient d'avancer encore mieux sur
Mmh. sur leur travail. D'accord. OK. Mmh. Bon, en tout cas, j'espère que voilà, que cette nouvelle vidéo qu'on a fait ensemble et le contenu de ton livre vont interpeller des personnes qui se posent des questions sur, le fonctionnement du vivant et que, Mmh. voilà, que le débat va pouvoir, prendre un peu plus parce qu'il a déjà commencé, hein, un peu en fond, on va dire, mais il a commencé et j'espère qu'il va s'amplifier et ça va pouvoir aboutir à de belles choses. Je pense que c'est ça, moi, c'est comme ça que la science progresse normalement, c'est par le débat et la confrontation d'idées et la mise en place d'expériences pour vérifier des théories, etc., etc. Donc, allons-y. Et puis les gens doivent avoir un déclic, c'est-à-dire que changer de mode de pensée, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Mmh. C'est vrai, Il c'est vrai, faut, voilà, ça se fait pas comme ça non plus. ouais. Donc, bon, chaque chose en son temps, ça viendra quand ce sera mûr, on va dire. En tout cas, Exactement. les éléments sont posés ici et j'espère que ça va, interpeller et interroger les personnes qui s'intéressent réellement, au fonctionnement du vivant et qui sont prêtes à se challenger, sur leur, conception et sur les paradigmes qui leur ont été inculqués, pendant leurs études. Voilà, donc, Mmh. allons-y. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Brigitte. Je rappelle que tu as sorti ce livre il y a pas longtemps, La compréhension du vivant, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, aux éditions Médicatrix, qui est une branche Ouais, des éditions c'est Marco Pieter. ce sont les éditions Marco Pieter, c'est les livres de Voilà, poche de Marco Pieter. voilà. Et donc, je vais repartager le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer ton livre. Ils peuvent le commander depuis le site des éditions et puis ça sera normalement dans quelques jours disponible en librairie. Voilà. Et bah, lisez, rentrez dans Béchamp, puis après, on pourra reparler à l'occasion. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à tous Avec grand d'avoir été là ce soir. Et puis, bah, tu me tiens au courant de comment ça avance, ces discussions que tu auras avec les uns et les autres, et notamment les scientifiques qui ont envie de prolonger le questionnement dans cette voie. Merci beaucoup, Mmh Brigitte. mh. OK, merci à toi, Jérémy, et puis bonsoir à tous.